Bienvenue sur Paris Podcast. Est-il vraiment possible d'apprendre le français sans professeur? Je veux dire, vraiment le parler. Pas seulement comprendre quelques mots, mais avoir une vraie conversation, raconter sa journée, donner son opinion, même faire des blagues. On entend souvent dire que pour apprendre une langue, il faut absolument un professeur, une salle de classe, des devoirs, des examens. Mais est-ce que c'est vraiment la seule façon de réussir? Peut-être que tu as déjà essayé d'apprendre le français seul, avec une application, avec des vidéos, avec de la musique, et tu t'es senti perdu. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer, ni comment organiser ton apprentissage. Peut-être que tu as l'impression de stagner, de ne jamais vraiment progresser. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va voir comment une personne normale, sans talent particulier, sans vivre en France, sans passer des heures par jour à étudier, peut apprendre le français de façon autonome, régulière et surtout efficace. On va parler de méthodes, d'habitudes, d'erreurs à éviter et de toutes ces petites choses qui font une énorme différence au bout de quelques mois. C'est une excellente question pour commencer parce que beaucoup de gens pensent qu'apprendre une langue sans professeur, c'est impossible, ou alors que c'est réservé à des gens très intelligents, très motivés, qui ont déjà appris plusieurs langues. Mais en réalité, ce n'est pas une question d'intelligence, ni même de talent. C'est une question de méthode et de régularité. J'ai rencontré énormément de personnes qui ont appris le français toute seule, parfois dans des pays très éloignés de la francophonie, sans jamais avoir mis les pieds en France, et qui parlent aujourd'hui avec une aisance remarquable. Et en même temps, j'ai vu des gens qui ont passé des années dans des écoles de langue avec des professeurs tous les jours et qui ont toujours du mal à faire une phrase simple. Alors oui, c'est possible d'apprendre le français sans professeur, mais il faut comprendre ce que cela implique. Être autonome, ça ne veut pas dire être seul, sans aucune aide, sans aucun support. Ça veut dire que c'est toi qui prends les décisions, que c'est toi qui construis ton propre parcours, que c'est toi qui avances à ton rythme. Et franchement, c'est une chance énorme, parce que personne ne te connaît mieux que toi-même. D'accord? Mais par où commencer? Parce que quand on décide d'apprendre le français seul, on se retrouve face à une montagne énorme. Il y a des centaines de livres, des milliers de vidéos, des applications, des podcasts, des sites internet. On ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas ce qui est important. On a peur de perdre son temps, de mal apprendre, de prendre de mauvaises habitudes. Alors concrètement, pour quelqu'un qui commence, qui est être au niveau haut ou même complètement débutant, quelle est la première chose à faire? La première chose, c'est de changer de perspective. Au lieu de te demander quel est le meilleur livre pour apprendre le français ou quelle est la meilleure application, pose-toi cette question: de quoi ai-je besoin pour parler français dans ma vie quotidienne? Parce que la langue, c'est pas une liste de règles qu'on doit mémoriser. La langue, c'est un outil de communication. Et pour utiliser cet outil, tu as besoin de vocabulaire, de structure, de son. Alors la première étape, c'est de définir pourquoi tu veux apprendre le français. C'est pour voyager, pour le travail, pour tes études, pour parler avec ta belle famille, pour regarder des films français, pour lire des romans. Chaque objectif va orienter ton apprentissage différemment. Mais au début, il y a quand même une base commune. Il faut apprendre à se présenter, à poser des questions simples, à parler de ses goûts, de sa famille, de son travail, de ses activités. Il faut apprendre les verbes les plus fréquents, les mots du quotidien, les expressions de politesse. Et surtout, il faut s'habituer à la musique de la langue. La musique de la langue? Tu veux dire la prononciation, l'intonation, le rythme? Exactement. C'est souvent ce qu'on oublie quand on apprend seul. On se concentre sur la grammaire et le vocabulaire, et on oublie que le français est une langue vivante, avec des sons particuliers, des liaisons, des enchaînements, des accents. Et si tu ne t'habitues pas à écouter du français dès le premier jour, tu vas construire une image mentale incorrecte de la langue. Tu vas apprendre des mots écrits, mais tu ne sauras pas les prononcer, et pire, tu les reconnaîtras pas quand quelqu'un les dira à l'oral. C'est pour ça que je recommande toujours d'associer l'écrit et l'oral dès le début. Par exemple, quand tu apprends une phrase simple comme « je m'appelle Lucas », ne la lis pas seulement dans un livre. Écoute-la, répète-la, chante-la,
même si tu veux. L'important, c'est que ton oreille et ta bouche travaillent ensemble avec ton cerveau. Et comment créer une routine quotidienne simple quand on apprend seul? Parce que je pense que c'est le plus difficile. On est motivé au début. On travaille 1 heure, 2 heures par jour, et puis après une semaine, on est fatigué, on a autre chose à faire, on saute un jour, puis 2, et finalement, on abandonne. Alors comment faire pour que ça tienne sur la durée? C'est une des questions les plus importantes de tout l'épisode. La régularité est beaucoup plus importante que la perfection. Beaucoup de gens se disent je vais étudier le français 2 heures tous les jours. Et c'est une erreur, parce que c'est trop difficile à tenir. Au bout de quelques jours, tu vas te décourager, tu vas te sentir coupable et tu vas abandonner. Alors qu'en réalité, ce qui fonctionne, c'est de faire quelque chose de petit, mais de le faire tous les jours. 10 minutes par jour, c'est déjà énorme si c'est tous les jours. 20 minutes, c'est encore mieux. Mais le plus important, c'est la régularité. Parce que ton cerveau a besoin de contacts fréquents avec la langue pour l'intégrer. Si tu passes une semaine sans écouter de français, tu vas oublier beaucoup de choses. En revanche, si tu écoutes un petit peu chaque jour, même seulement 10 minutes, ton cerveau va commencer à s'habituer aux sons, aux structures, et tu vas progresser sans même t'en rendre compte. Mais 10 minutes par jour, est-ce que c'est suffisant pour vraiment apprendre une langue? 10 minutes, c'est le minimum. C'est la porte d'entrée. Le plus important, c'est de créer une habitude. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais sans devoir réfléchir, sans devoir te motiver. Tu te brosses les dents tous les matins, non. Tu n'as pas besoin de motivation pour ça. Eh bien, le français doit devenir comme ça. Une petite action, quotidienne, automatique. Et puis, une fois que l'habitude est installée, tu vas naturellement augmenter la durée parce que tu vas prendre du plaisir, tu vas vouloir comprendre un peu plus, finir un épisode de podcast, regarder une vidéo jusqu'au bout. Mais il faut d'abord construire la régularité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en 10 ou 20 minutes par jour? On peut écouter un court podcast en français, lire une petite histoire, réviser du vocabulaire, répéter des phrases à voix haute, écrire 2 ou 3 phrases dans un journal. L'idée, c'est de varier les plaisirs, mais d'avoir toujours un contact avec la langue. Tu as parlé d'apprendre du vocabulaire utile. Mais justement, comment savoir quel vocabulaire est utile? Quand on ouvre un dictionnaire ou une application, il y a des milliers de mots, et on ne sait pas lesquels apprendre en premier. Est-ce qu'il faut apprendre les mots les plus fréquents? Est-ce qu'il faut suivre des listes thématiques? C'est une très bonne question parce que c'est une des erreurs les plus courantes chez les apprenants autonomes. Ils veulent tout apprendre et finalement ils n'apprennent rien. La clé, c'est de se concentrer sur les mots que toi, personnellement, tu vas utiliser. C'est pour ça que je parle toujours de vocabulaire utile. Par exemple, si tu es comptable, apprendre les mots de la comptabilité en français, c'est utile pour toi, mais si tu es mécanicien, ce ne peut être pas la priorité. En revanche, il y a un socle commun, des mots et des expressions qui reviennent tout le temps dans la vie quotidienne. Les jours de la semaine, les nombres, les salutations, la famille, la nourriture, les transports, le temps qu'il fait, les émotions. Et puis, il y a les verbes de base. Être, avoir, aller, faire, vouloir, pouvoir, devoir, parler, manger, dormir, aimer. Si tu maîtrises ces verbes, tu peux déjà exprimer énormément de choses. Mais apprendre des mots isolés, ce n'est pas toujours efficace, non? Parce qu'on se souvient d'un mot, mais on ne sait pas comment l'utiliser dans une phrase. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre des phrases, pas seulement des mots. Le cerveau ne fonctionne pas comme un dictionnaire, il fonctionne par blocs, par association. Quand tu apprends le mot manger, apprends aussi une phrase. Je mange une pomme. Ou qu'est-ce qu'on mange ce soir? Quand tu apprends le mot maison, apprends je rentre à la maison. Ou cette maison est très jolie. Ainsi, tu ne mémorises pas seulement un mot, tu mémorises une structure, un rythme, une situation. Et quand tu voudras utiliser ce mot plus tard, il te viendra plus naturellement parce que tu l'auras déjà entendu ou prononcé dans un contexte. C'est la même chose pour les expressions idiomatiques. Apprendre à avoir faim, avoir soif, avoir envie d'eux, avoir besoin d'eux, c'est beaucoup plus utile que d'apprendre le verbe avoir tout seul et de ne pas savoir l'utiliser avec les sensations. Tu as parlé de la compréhension orale.
C'est sans doute un des plus gros défis quand on apprend seul, parce qu'on n'a pas un professeur qui parle lentement et qui articule bien. Dans la vraie vie, les Français parlent vite, ils font des contractions, ils avalent des sons. Alors, comment améliorer sa compréhension orale quand on apprend seul? Il faut accepter que au début, tu vas pas tout comprendre. C'est normal, c'est même une étape nécessaire. Beaucoup d'apprenants se découragent parce qu'ils écoutent un podcast ou une vidéo et ils ne comprennent que quelques mots. Mais c'est exactement comme ça que le cerveau apprend. Il s'habitue petit à petit, il repère des régularités, il devine le sens grâce au contexte. Le secret, c'est de choisir des contenus adaptés à ton niveau. Si tu es débutant, écoute des podcasts ou des vidéos conçus pour les apprenants de niveau 1 ou A2. Ces contenus utilisent un vocabulaire simple, des phrases courtes, un débit modéré. Ensuite, quand tu te sens plus à l'aise, tu passes à des contenus un peu plus difficiles, puis à des contenus authentiques comme des chansons, des films, des séries, des reportages. Et surtout, n'hésite pas à réécouter plusieurs fois. La répétition est une des clés de la compréhension orale. Et pour la prononciation, comment pratiquer quand on n'a personne pour nous corriger? C'est là que le shadowing entre en jeu. Le shadowing, c'est une technique qui consiste à écouter une phrase en français et à la répéter immédiatement en imitant le plus fidèlement possible le locuteur. Pas seulement les sons, mais aussi l'intonation, le rythme, les pauses, les émotions. Tu peux faire ça avec un podcast, une vidéo, une chanson. Tu écoutes, tu mets sur pause, tu répètes, ou tu peux essayer de parler en même temps que le locuteur, comme une ombre qui suit le mouvement. Cette technique est extrêmement puissante parce qu'elle habitue ta bouche au son français, elle améliore ton accent et elle renforce ta mémoire. Et le plus beau, c'est que tu n'as besoin de personne pour la pratiquer, juste ton téléphone, des écouteurs et un peu de volonté. Mais comment savoir si on prononce bien? Si on a un accent très fort? Si on fait des erreurs sans le savoir? Tu peux t'enregistrer. C'est un exercice simple, mais redoutablement efficace. Prends ton téléphone, enregistre-toi en train de lire un texte à voix haute ou de répéter des phrases. Ensuite, écoute-toi. Compare avec l'original. Tu vas tout de suite entendre les différences, les sons qui ne sont pas clairs, les intonations qui ne sont pas naturelles. Au début, c'est un peu étrange de s'écouter. On n'aime pas trop le son de sa voix, mais on s'y habitue vite. Et c'est un excellent moyen de progresser parce que tu deviens ton propre professeur. Tu peux aussi utiliser des applications de reconnaissance vocale. Si l'application comprend ce que tu dis, c'est bon signe. Si elle comprend autre chose, c'est qu'il faut travailler certains sons. Parler français quand personne ne parle français avec nous, c'est une des plus grandes frustrations des apprenants autonomes. On écoute, on lit, on comprend, mais quand on ouvre la bouche, on bloque. Alors comment pratiquer l'oral sans interlocuteur? C'est un vrai défi, mais il y a des solutions. D'abord, parle tout seul. Ça peut paraître bizarre, mais c'est extrêmement utile. Raconte ta journée à voix haute, décris ce que tu vois, ce que tu fais, ce que tu vas faire. Par exemple, en préparant le dîner, tu peux dire « je coupe les légumes, je fais chauffer l'eau, je mets la table ». En allant au travail, tu peux décrire le paysage « aujourd'hui il y a beaucoup de voitures, le ciel est gris, je vois un bus rouge ». Le but, c'est de produire des phrases en français, même si personne ne t'écoute. Tu peux aussi te poser des questions et y répondre, imaginer des conversations, jouer des scènes de la vie quotidienne. L'important, c'est de faire bouger les mots dans ta bouche. Et est-ce que les applications de conversation avec des locuteurs natifs sont utiles? Oui, bien sûr. Si tu as l'occasion de parler avec des francophones, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, c'est une chance énorme, mais il ne faut pas en dépendre. Beaucoup de gens attendent de trouver un partenaire linguistique pour commencer à parler, et ils attendent des semaines, des mois, et pendant ce temps, ils ne pratiquent pas. Alors que tu peux commencer tout de suite, seul, dans ta chambre, avec ton téléphone. Les applications de conversation sont un complément excellent, mais elles ne remplacent pas le travail personnel quotidien. Et puis, parler avec un natif, c'est parfois intimidant. On a peur de faire des fautes, on est timide, on ne trouve pas les mots. Mais si tu as déjà l'habitude de parler seul, tu vas gagner en confiance et la conversation sera beaucoup plus fluide. Parlons un peu de grammaire. C'est souvent la bête noire des apprenants. Quand on apprend seul, on a tendance à se perdre dans les règles, les exceptions, les tableaux de conjugaison.
Comment apprendre la grammaire sans se décourager? La grammaire, il faut pas, la voir comme un monstre. C'est un outil qui te permet de structurer tes phrases, d'exprimer le temps, la cause, le but. Mais t'as pas besoin de tout savoir tout de suite. Beaucoup d'apprenants se noient parce qu'ils veulent maîtriser le subjonctif alors qu'ils ne savent pas encore conjuguer le passé composé. Il faut y aller par étapes. D'abord, le présent des verbes les plus courants. Ensuite, le futur proche, le passé composé, l'imparfait, puis, plus tard, le conditionnel, le subjonctif, les temps composés. Et surtout, apprends la grammaire en contexte, pas de manière abstraite. Au lieu d'apprendre par cœur, le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé, apprends des phrases comme hier, je suis allé au cinéma, ou j'ai mangé une pizza. Tu vois la règle en action et elle prend du sens. Mais comment éviter les erreurs les plus fréquentes quand on apprend seul? Parce que, sans professeur pour nous corriger, on peut prendre de mauvaises habitudes et les garder pendant des années. Les erreurs, c'est normal et c'est même utile. C'est en se trompant qu'on apprend. Le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est de ne pas les remarquer et de ne pas les corriger. Alors comment faire pour repérer ces erreurs quand on est seul? D'abord, compare ce que tu dis avec ce que tu entends. Si tu écoutes régulièrement du français, tu vas développer une intuition, une sorte de voix intérieure qui te dit « ça sonne bizarre » ou « je ne l'ai jamais entendu comme ça ». Ensuite, écris. Quand tu écris, tu as le temps de réfléchir, de vérifier, de chercher la bonne forme. Et la lecture te permet de voir les structures correctes encore et encore. Enfin, n'hésite pas à utiliser des correcteurs automatiques ou à demander de l'aide à des communautés d'apprenants en ligne. Mais le plus important, c'est de ne pas avoir peur de l'erreur. Les gens qui progressent vite sont ceux qui acceptent de se tromper, qui essayent, qui se corrigent et qui continuent. Comment savoir si on progresse vraiment? Parce que parfois, on a l'impression de faire des efforts, mais de ne pas avancer. On se sent bloqué, on ne voit pas les résultats. C'est une sensation très courante, surtout au niveau intermédiaire. Au début, on progresse vite, on apprend les bases, on se sent puissant. Et puis, au bout de quelques mois, on a l'impression de stagner. Mais en réalité, on continue de progresser. Seulement, c'est moins visible. Alors, comment mesurer ces progrès? D'abord, tiens un journal. Note ce que tu fais chaque jour, ce que tu as appris, ce que tu as compris. Quelques semaines plus tard, relis tes notes. Tu vas voir le chemin parcouru. Ensuite, revisite d'anciens contenus. Un podcast que tu trouvais difficile il y a 2 mois te semble maintenant plus facile. C'est un signe de progrès. Un film que tu regardais avec des sous-titres, t'arrives maintenant à le regarder sans sous-titres. Encore un signe. Et puis, fixe-toi des petits objectifs concrets, comme commander un café en français, écrire un message à un ami, comprendre une chanson. Chaque petit succès est une preuve que tu avances. Passer de on à A2, puis à bun et b'de, c'est un long chemin. Qu'est-ce qui change à chaque niveau? Et comment adapter sa méthode en fonction de son niveau? Au niveau own, tu découvres les bases. Tu apprends à te présenter, à poser des questions simples, à comprendre des phrases très simples. Ton objectif, c'est de survivre dans des situations quotidiennes. Saluer, compter, acheter, demander ton chemin. Au niveau A2, tu commences à parler de toi, de tes goûts, de tes habitudes. Tu peux raconter des événements passés simples, comprendre des conversations courtes et claires. Au niveau bonne, tu deviens plus autonome. Tu peux donner ton opinion, expliquer tes choix, décrire tes expériences. Tu comprends des conversations plus complexes. Tu peux lire des articles simples. Au niveau B2, tu commences à parler avec plus de fluidité et de précision. Tu peux débattre, défendre un point de vue, comprendre des films, des podcasts, des émissions de radio. À chaque niveau, ta méthode doit évoluer. Au début, tu passes beaucoup de temps sur les bases. Ensuite, tu écoutes de plus en plus de contenu authentique. Tu lis des textes plus longs. Tu écris des textes plus riches. Tu parles de sujets plus variés. Rester motivé sur plusieurs mois, c'est peu, être le plus grand défi. Au début, tout est nouveau, on est enthousiaste. Mais après, la routine s'installe et parfois l'ennui arrive. Comment garder la motivation sur la durée? La motivation ne suffit pas. C'est une émotion, elle va et elle vient. Ce qui compte, c'est la discipline
et l'habitude. Mais on peut aussi entretenir la motivation en variant les activités, en se fixant des défis, en se récompensant. Par exemple, tu peux te dire, si j'écoute du français tous les jours pendant un mois, je m'offre un livre en français. Ou bien, quand j'aurai fini ce podcast, je regarderai un film français. Le plaisir est un moteur très puissant. Si tu associes le français à quelque chose d'agréable, tu vas continuer plus facilement. Choisis des contenus qui te plaisent vraiment. Si tu aimes le sport, écoute des podcasts sur le sport. Si tu aimes la cuisine, regarde des recettes en français. Si tu aimes les jeux vidéo, regarde des streamers francophones. La langue devient alors un moyen de profiter de tes passions, pas seulement un objectif scolaire. Tu as parlé des habitudes des apprenants qui progressent rapidement. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent? Les apprenants qui progressent vite ont des habitudes simples mais très puissantes. D'abord, ils écoutent du français tous les jours, même si c'est juste 5 minutes. Ensuite, ils répètent à voix haute. Ils ne se contentent pas d'écouter passivement, ils produisent la langue. Ils notent les mots et les phrases qu'ils veulent retenir. Ils ne cherchent pas à tout comprendre, mais ils restent curieux. Ils se posent des questions, ils comparent leur langue avec le français, ils cherchent des occasions de parler, même seuls, ils acceptent de faire des erreurs, ils ne se comparent pas aux autres, mais à eux-mêmes. Et surtout, ils n'abandonnent pas après une semaine difficile. Ils savent que l'apprentissage d'une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Chaque petit pas compte, chaque jour de pratique les rapproche de leur objectif. Parlons de l'immersion à la maison. On entend souvent dire qu'il faut vivre dans le pays pour apprendre la langue. Mais si on ne peut pas voyager, comment créer une immersion française chez soi? L'immersion, c'est une question d'environnement. Tu peux transformer ton quotidien en un bain de langue française. Change la langue de ton téléphone en français. Écoute de la musique française dans les transports. Regarde des vidéos YouTube en français pendant tes pauses. Cuisine en suivant une recette française. Écris ta liste de courses en français. Colle des étiquettes sur les objets de ta maison, la porte, la fenêtre, le frigo, la lampe. Écoute un podcast français avant de dormir. Lis des BD ou des livres simples en français. Le but, c'est que le français fasse partie de ta vie, même sans y penser. Plus tu es exposé à la langue, plus ton cerveau s'habitue, plus tu apprends sans effort conscient. Et comment commencer à penser en français? Parce que c'est souvent le signe qu'on devient vraiment à l'aise dans une langue. Penser en français, c'est une étape importante. Au début, on traduit tout dans sa tête. On entend une phrase, on la traduit dans sa langue, puis on formule une réponse et on la traduit en français. C'est épuisant et ça bloque la conversation. Pour penser en français, il faut s'entraîner progressivement. Commence par des pensées simples. J'ai faim, je vais manger, il fait beau, je suis fatigué. Décris mentalement ce que tu fais. Fais des listes mentales en français. Commande tes actions dans ta tête. Petit à petit, ces pensées deviennent automatiques. Et puis un jour, tu te rends compte que tu réfléchis directement en français, sans passer par ta langue maternelle. C'est une sensation incroyable et c'est le signe que le français est en train de devenir une partie de toi. Apprendre le français dans la vie quotidienne, c'est un peu ce que tu viens de décrire. Mais comment faire quand on a un emploi du temps chargé, une famille, des obligations? Est-ce qu'il faut vraiment étudier plusieurs heures par jour pour progresser? Non, pas du tout. C'est même le contraire. Mieux vaut 20 minutes de pratique attentive que 2 heures de travail bâclé fait en regardant son téléphone toutes les 2 minutes. La vie quotidienne est pleine de petites occasions d'apprendre. Dans les transports, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, écoute un podcast en français. Pendant le sport, mets de la musique française. Pendant le ménage, lance une vidéo en français et laisse ton oreille s'habituer. Le soir, au lieu de regarder ta série habituelle, regarde une série française avec les sous-titres. Ce sont des moments courts, mais si tu les multiplies, tu accumules des heures de contact avec la langue. Et c'est là que la magie opère. Sans même t'en rendre compte, tu progresses. L'important, c'est de toujours avoir du français à portée de main, sur ton téléphone, dans ta voiture, dans ta cuisine. Tu as mentionné le fait de parler avec plus de confiance. C'est un point crucial. Beaucoup d'apprenants connaissent beaucoup de vocabulaire, comprennent bien, mais n'osent pas parler parce qu'ils ont peur du regard des autres. Comment dépasser cette peur? La confiance, c'est comme un muscle, ça se travaille.
Au début, on a peur, c'est normal, on craint de faire des erreurs, on craint de ne pas être compris. Mais si tu ne parles jamais, tu ne progresseras jamais à l'oral. Alors, commence par des situations simples, sans pression. Parle tout seul à la maison. Enregistre-toi. Envoie des messages vocaux en français à des amis qui apprennent aussi. Ensuite, cherche des conversations en ligne avec des personnes bienveillantes. Dis-toi que tout le monde a été débutant, que tout le monde fait des erreurs. Les francophones apprécient généralement les étrangers qui font l'effort de parler leur langue. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. L'important, c'est de communiquer, de te faire comprendre. Avec le temps, la peur diminue et la confiance grandit. Et puis un jour, tu te surprends à parler sans réfléchir, naturellement, et c'est un moment de pur bonheur. Je pense que beaucoup de gens se demandent aussi comment choisir les bons supports d'apprentissage. Est-ce qu'il faut acheter des livres de grammaire, utiliser des applications, suivre des cours en ligne? Qu'est-ce qui est vraiment utile quand on apprend seul? Il n'y a pas de réponse unique. Chacun a sa façon d'apprendre, mais je peux te donner quelques principes. D'abord, la variété est essentielle. N'utilise pas une seule application ou un seul livre. Combine plusieurs types de ressources. Un podcast pour l'oral, un livre pour le vocabulaire, une application pour la révision, un cahier pour l'écriture. Ensuite, choisis des contenus adaptés à ton niveau. Si c'est trop difficile, tu vas te décourager. Si c'est trop facile, tu vas t'ennuyer. L'idéal, c'est de comprendre environ 80% de ce que tu écoutes ou lis. Les 20% restants te poussent à progresser sans te noyer. Enfin, privilégie les contenus qui te plaisent. La motivation vient du plaisir. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas continuer. Si tu détestes, tu vas abandonner. C'est aussi simple que ça. Et si on a un budget très limité? Est-ce qu'on peut apprendre le français sans dépenser beaucoup d'argent? Bien sûr. Il y a énormément de ressources gratuites de très bonne qualité. Des podcasts, comme celui-ci, des vidéos YouTube, des articles, des exercices en ligne, des applications gratuites, des bibliothèques, des échanges linguistiques. L'argent peut aider à accélérer l'apprentissage si tu prends des cours particuliers ou si tu achètes des programmes complets, mais c'est pas indispensable. Ce qui compte, c'est la régularité, la curiosité et l'envie d'apprendre. Un apprenant motivé avec un téléphone et une connexion Internet peut progresser énormément, parfois plus vite qu'une personne qui paye des cours très chers, mais qui ne pratique pas entre les séances. Tu as parlé de créer une méthode personnelle simple et durable. Concrètement, à quoi ça ressemble? Comment construire son propre programme quand on est débutant? Une méthode personnelle, c'est un plan simple que tu peux suivre chaque jour sans te poser trop de questions. Par exemple, tu peux diviser ta semaine en petites sessions. Lundi, 10 minutes d'écoute d'un podcast pour débutants. Mardi, 10 minutes de vocabulaire avec des phrases à répéter. Mercredi, 10 minutes de lecture d'un texte simple. Jeudi, 10 minutes d'écriture, 2 ou 3 phrases dans ton journal. Vendredi, 10 minutes de shadowing avec une vidéo. Samedi, révision du vocabulaire de la semaine. Dimanche, regarder une vidéo ou écouter une chanson en français sans pression, juste pour le plaisir. L'important, c'est que ce soit simple, régulier et adapté à tes goûts. T'as pas besoin d'un programme parfait, t'as besoin d'un programme que tu peux suivre. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci beaucoup pour ce message et pour votre soutien. C'est vrai que créer un podcast demande du temps et de l'énergie, mais c'est un immense plaisir de vous accompagner dans votre apprentissage. Et je crois sincèrement que ce que nous faisons ensemble ici est très utile. On avance pas à pas, on se pose les bonnes questions et on construit une vraie relation avec la langue. Apprendre le français sans professeur, ce n'est pas apprendre sans aide. C'est apprendre en prenant sa vie en main, en faisant des choix, en essayant, en se trompant, en recommençant. Et ce podcast fait partie de ces outils qui rendent l'apprentissage plus vivant, plus humain. Alors merci d'être là, merci d'écouter et surtout merci de continuer à pratiquer, même quand c'est difficile. Il y a une chose que je trouve fascinante. C'est la façon dont notre cerveau apprend une langue. On a l'impression de ne rien retenir. Et puis un jour, sans prévenir, on comprend une phrase qu'on n'avait jamais entendue. On ouvre la bouche
et les mots sortent tout seuls. Comment expliquer ce phénomène? C'est le résultat de l'exposition répétée. Ton cerveau est une machine incroyable. Pendant que tu écoutes, que tu lis, que tu répètes, il travaille en silence. Il repère les structures, il mémorise les sons, il crée des connexions, et au bout d'un moment, ces connexions deviennent assez fortes pour produire la langue de façon spontanée. C'est pour ça que la régularité est si importante. Chaque contact avec le français renforce ces connexions. Chaque jour sans pratique les affaiblit un peu. Alors même si tu as l'impression de ne pas avancer, continue. Ton cerveau est en train de construire quelque chose de solide, même si tu ne le vois pas encore. La patience et la constance finissent toujours par payer. Tu as parlé de l'importance d'écouter du français chaque jour. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de contenus adaptés à chaque niveau? Bien sûr. Pour les débutants, je recommande des podcasts spécialement conçus pour l'apprentissage, avec un débit lent et un vocabulaire simple. Il y a aussi des vidéos avec des images, des dialogues de la vie quotidienne, des chansons simples. Pour les niveaux intermédiaires, on peut commencer à écouter des reportages courts, des chroniques, des interviews. Les films et les séries avec sous-titres en français sont aussi très utiles. Pour les niveaux avancés, on passe au contenu authentique. Émissions de radio, documentaires, films sans sous-titres, livres audio. L'important, c'est de toujours garder une part de plaisir. Si tu choisis un contenu trop ennuyeux, tu vas arrêter. Alors choisis des sujets qui te passionnent. Et pour la lecture? Beaucoup de gens pensent que lire en français, c'est trop difficile, surtout au début. Pourtant, tu dis souvent que c'est un excellent moyen de progresser. La lecture est un allié extraordinaire. Elle permet de voir les mots, de les mémoriser, de comprendre la structure des phrases, mais il faut choisir des textes adaptés. Pour les débutants, il existe des livres simplifiés, des histoires courtes, des BD, des articles avec des phrases simples. L'important, c'est de lire sans chercher tous les mots dans le dictionnaire. Essaye de comprendre le sens général grâce au contexte. Si un mot revient plusieurs fois, note-le, cherche sa signification, puis relis le passage. Mais ne t'arrête pas toutes les 2 secondes. La lecture doit rester un plaisir. Et pour les niveaux plus avancés, la littérature, les journaux, les magazines, les blogs sont autant de portes ouvertes sur la culture française. L'écriture quotidienne, c'est aussi une habitude que tu encourages souvent. Pourquoi écrire quelques phrases par jour peut-il faire une si grande différence? Parce que l'écriture oblige ton cerveau à produire la langue. C'est pas la même chose que de lire ou d'écouter. Quand tu écris, tu dois choisir les mots, les accorder, les organiser. C'est un effort conscient qui renforce ta maîtrise du français. Et pas besoin d'écrire des pages. 2 ou 3 phrases par jour, c'est déjà très bien. Tu peux écrire ce que tu as fait, ce que tu vas faire, ce que tu penses. L'important, c'est la régularité. En relisant ce que tu as écrit quelques semaines plus tard, tu verras tes progrès. Et puis, l'écriture te donne le temps de réfléchir, ce qui est précieux pour les apprenants qui ont peur de parler. Revenons un instant sur le shadowing. Tu en as parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est une technique qui mérite qu'on s'y attarde. Comment la pratiquer concrètement? Le shadowing, c'est très simple. Tu choisis un audio en français adapté à ton niveau. Tu l'écoutes une première fois pour comprendre le sens général. Ensuite, tu le réécoutes phrase par phrase. Après chaque phrase, tu mets sur pause et tu répètes exactement ce que tu as entendu. Essaye d'imiter l'intonation, le rythme, les liaisons. Puis tu peux essayer de répéter en même temps que l'audio, comme une ombre. C'est difficile au début, mais avec la pratique, ça devient de plus en plus naturel. Le shadowing entraîne ta bouche, ton oreille et ta mémoire en même temps. C'est un des exercices les plus complets pour apprendre une langue seule. Et tu peux le faire avec n'importe quel audio, un podcast, une chanson, un dialogue de film. Est-ce qu'il faut aussi apprendre des expressions idiomatiques? Parce que le français de la vie quotidienne est plein d'expressions qu'on ne trouve pas dans les livres de grammaire. Oui, absolument. Les expressions idiomatiques sont partout dans le français parlé. Avoir le cafard, donner un coup de main, se prendre la tête, avoir la pêche, tomber dans les pommes. Si tu veux comprendre les conversations des natifs, tu dois t'habituer à ces expressions. Mais tu n'as pas besoin de les apprendre par cœur dès le début. Commence par les plus courantes, celles que tu entends souvent. Note-les, cherche leur sens et surtout apprends-les en contexte.
Par exemple, si tu entends j'ai le cafard, comprends que ça signifie je suis triste ou je me sens déprimé. Et essaye de l'utiliser toi-même. Plus tu entends ces expressions, plus elles deviennent naturelles. Que penses-tu des applications de flashcards pour apprendre le vocabulaire? Est-ce que c'est vraiment efficace? Les flashcards peuvent être très utiles à condition de bien les utiliser. Le principe de la répétition espacée est excellent pour la mémoire. Mais le risque, c'est d'apprendre des mots isolés, hors contexte, et de ne pas savoir les utiliser dans une phrase. Alors, utilise les flashcards pour renforcer ce que tu as appris ailleurs, dans un podcast, dans un livre, dans une conversation, et au lieu d'écrire seulement le mot, écris la phrase complète. Par exemple, au lieu de manger, écris « Je vais manger au restaurant ». Comme ça, tu mémorises le mot et son usage. Et comment gérer les moments de découragement? Parce que c'est inévitable. Un jour, on se sent nul. On a l'impression que tout le monde parle mieux que nous, qu'on n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? D'abord, accepte que ces moments font partie du chemin. Personne n'apprend une langue sans passer par des hauts et des bas. Ensuite, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Pense à ton objectif, à ce que tu veux vivre en parlant français. Pense à tout ce que tu as déjà accompli, même si ça te semble peu. Tu as appris des mots, des phrases, des sons qui n'existaient pas pour toi avant. Tu comprends des choses que tu ne comprenais pas. C'est énorme, et puis fais une pause. Laisse le français de côté pendant un jour ou deux, sans culpabiliser. Le repos fait partie de l'apprentissage. Ensuite, reviens avec une petite action simple. Écouter une chanson, lire un poème, regarder une vidéo. La motivation revient souvent quand on renoue avec le plaisir de la langue. Tu as mentionné l'importance de transformer son téléphone en outil d'apprentissage. C'est vrai que le téléphone peut être une source de distraction, mais il peut aussi devenir un professeur personnel. Comment l'utiliser intelligemment? Le téléphone est un outil incroyable si on l'utilise bien. D'abord, change la langue du téléphone en français. Tu vas apprendre des mots techniques sans même t'en rendre compte. Paramètres, enregistrer, partager, rechercher. Ensuite, télécharge des applications utiles. Un dictionnaire, une application de flashcard, une radio française, des podcasts. Utilise les rappels pour ne pas oublier ta session quotidienne. Mets des widgets en français. Suis des comptes francophones sur les réseaux sociaux. Regarde des vidéos courtes en français pendant tes pauses. Écoute de la musique française en cuisinant. Le téléphone, au lieu d'être un voleur de temps, devient un compagnon d'apprentissage. Mais il faut rester attentif. On peut vite se laisser distraire. Alors sois conscient de ce que tu fais. Quand tu prends ton téléphone, demande-toi, est-ce que je vais m'améliorer ou juste perdre du temps? Apprendre sans étudier pendant plusieurs heures, c'est un peu le rêve de tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Peut-on apprendre le français de façon presque passive, juste en s'entourant de la langue? Oui et non. Il faut distinguer l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. L'apprentissage passif, c'est écouter de la musique, regarder des vidéos, laisser le français tourner en fond. C'est utile pour habituer l'oreille, mais c'est pas suffisant. L'apprentissage actif, c'est répéter, écrire, parler, chercher, comprendre. C'est plus exigeant, mais c'est là que se joue la progression. L'idéal, c'est de combiner les deux. Beaucoup de passifs au quotidien, musique, films, séries, radio, et quelques minutes d'actifs chaque jour. Répétition, écriture, lecture attentive. Comme ça, tu passes beaucoup de temps avec la langue sans que ce soit une corvée. Et c'est exactement ce que font les gens qui apprennent vite. Ils passent pas forcément plus de temps à étudier, mais ils passent plus de temps en contact avec la langue, de manière variée et plaisante. On parle beaucoup de méthodes, d'habitudes, de ressources. Mais il y a une dimension psychologique dans l'apprentissage d'une langue. Apprendre seul, c'est aussi apprendre à se connaître, à gérer ses émotions, à surmonter ses peurs. Tu peux nous en dire plus? Absolument. Apprendre une langue, c'est une aventure intérieure. On se confronte à ses limites, à ses insécurités, à son image. On a peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne jamais y arriver. Et en même temps, on découvre des forces qu'on ne soupçonnait pas. On devient plus patient, plus persévérant, plus curieux. On apprend à se fixer des objectifs, à célébrer les petites victoires, à se relever après les échecs. L'apprentissage autonome, c'est une école de la vie.
Et c'est pour ça que c'est si enrichissant, au-delà de la langue elle-même. Alors, sois fier de ce que tu fais. Chaque jour où tu pratiques, tu deviens une personne un peu plus forte, un peu plus libre. Comment peut-on créer une immersion française à la maison, concrètement, sans y penser toute la journée? Il y a plusieurs niveaux d'immersion. Le premier, c'est l'environnement visuel. Change la langue de tes appareils, téléphone, ordinateur, tablette. Colle des post-it sur les objets de ta maison avec leur nom en français. Accroche une carte de la France et des pays francophones. Le deuxième niveau, c'est l'environnement sonore. Mets de la musique française dans ta maison, laisse une radio française en fond, écoute des podcasts pendant les tâches ménagères. Le troisième niveau, c'est l'environnement social. Suis des francophones sur les réseaux, rejoins des groupes d'apprenants, participe à des forums. Le quatrième niveau, c'est l'environnement personnel. Note tes pensées en français, fais tes courses avec une liste en français, décris ta journée à voix haute. L'immersion, ce n'est pas seulement vivre en France. C'est inviter le français dans tous les aspects de ta vie, petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne naturel. On parle souvent de la régularité. Mais comment faire quand la vie devient compliquée, quand on est fatigué, malade, débordé? Est-ce qu'il faut se forcer à pratiquer même dans ces moments-là? Il faut distinguer la régularité de la rigidité. La régularité, c'est maintenir le lien avec la langue. La rigidité, c'est se punir si on ne fait pas sa session complète. Si tu es malade ou épuisé, il n'est pas utile de te forcer. Mais tu peux quand même garder un contact minimal, écouter une chanson, regarder une vidéo courte, relire tes notes, quelques minutes suffisent. Et si vraiment tu n'as pas l'énergie, repose-toi. Le lendemain, tu reprends. L'important, c'est de ne pas laisser une pause devenir un abandon. Un jour sans français, ce n'est pas grave. Une semaine sans français, c'est déjà plus difficile à rattraper. Alors, sois bienveillant avec toi-même, mais reste engagé. Tu as évoqué la construction d'une méthode personnelle. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de semaine d'apprentissage pour une personne de niveau A2? Bien sûr. C'est un exemple, pas un modèle rigide. Lundi, écoute d'un podcast de 10 minutes, note 3 nouvelles phrases. Mardi, révision des phrases, répétition à voix haute, shadowing. Mercredi, lecture d'une histoire courte, note 5 mots utiles. Jeudi, écriture de 3 phrases sur sa journée, en essayant d'utiliser les mots appris. Vendredi, écoute d'une chanson française. Essaye de comprendre le refrain. Chante-le. Samedi, révision de la semaine. Relis tes notes. Répète les phrases. Dimanche, regarde une vidéo en français, sans pression, juste pour le plaisir. Voilà, c'est simple, varié, et ça couvre toutes les compétences. Écoute, lecture, écriture, orale, et surtout, ce n'est pas écrasant. Quelques minutes par jour suffisent. C'est un très bon exemple. Et pour quelqu'un qui a plus de temps, comment enrichir cette routine sans se surcharger? Si tu as plus de temps, tu peux allonger les sessions ou en ajouter. Par exemple, le lundi, au lieu de 10 minutes de podcast, tu peux faire 20 minutes et prendre des notes plus détaillées. Tu peux ajouter une session de conversation en ligne dans la semaine. Tu peux lire un chapitre de livre au lieu d'une histoire courte. Tu peux écrire une page de journal au lieu de 3 phrases. L'important, c'est de garder l'équilibre. Ne passe pas 2 heures sur la grammaire et 0 minute sur l'oral. La variété est essentielle. Et n'oublie pas le repos. Apprendre est plus efficace quand le cerveau est détendu. Tu as mentionné tout à l'heure les communautés d'apprenants en ligne. Est-ce que c'est vraiment utile d'échanger avec d'autres personnes qui apprennent le français? Oui, c'est très utile. D'abord, ça brise la solitude. Apprendre seul, ce n'est pas être isolé. Ensuite, tu peux partager tes doutes, tes astuces, tes ressources. Tu peux poser des questions, obtenir des corrections, encourager les autres. Et puis, tu te rends compte que tu n'es pas seul à rencontrer des difficultés. Ça relativise beaucoup de choses. Les communautés en ligne sont aussi un endroit pour trouver des partenaires de conversation, pour organiser des défis, pour rester motivé. Alors oui, rejoins des groupes, des forums, des chaînes. C'est une source d'énergie précieuse. Et pour quelqu'un qui est très timide, qui n'ose pas participer à ces communautés, qu'est-ce que tu conseilles? Commence par observer. Lis les messages,
écoute les conversations, imprègne-toi de l'ambiance. Ensuite, fais de petites contributions, un merci, un je suis d'accord, un bonne question. Pas besoin de t'exposer d'un coup. Et puis, rappelle-toi que tout le monde est là pour apprendre, personne ne juge. Les erreurs sont acceptées, elles font partie du processus. Plus tu participes, plus c'est facile. Et tu verras, la timidité s'estompe avec la pratique, à l'oral comme à l'écrit. Tu as parlé des avantages et des limites de l'apprentissage autonome. Quelles sont les limites principales? La limite principale, c'est l'absence de feedback immédiat. Un professeur peut te corriger tout de suite, t'expliquer une règle, adapter son enseignement. Quand tu apprends seul, tu dois toi-même chercher les réponses, vérifier tes hypothèses, demander de l'aide. C'est plus lent, mais c'est aussi plus formateur. Une autre limite, c'est le risque de se disperser. Sans cadre, on peut passer d'une ressource à l'autre sans approfondir. C'est pour ça qu'une routine simple et un objectif clair sont essentiels. Enfin, l'apprentissage autonome demande une certaine discipline. Si tu n'es pas capable de t'organiser, tu risques d'abandonner. Mais ces limites ne sont pas insurmontables. Avec un peu de méthode, on les dépasse facilement. Et les avantages? Les avantages sont énormes. Tu apprends à ton rythme, selon tes besoins. Tu choisis ce que tu veux étudier, quand, où, comment. Tu développes une autonomie qui te servira dans tous les domaines de ta vie. Tu prends confiance en toi. Tu apprends à apprendre, ce qui est une compétence précieuse. Et puis, tu construis une relation personnelle avec la langue. Ce n'est pas un cours imposé, c'est un choix libre. Et cette liberté donne du sens à l'apprentissage. Tu n'apprends pas pour un examen, tu apprends pour toi. C'est un moteur très puissant. Comment éviter de se disperser, justement? Parce que les ressources sont infinies et on a vite fait de commencer 10 choses sans en finir une. La clé, c'est de choisir un petit nombre de ressources et de s'y tenir. Par exemple, un podcast pour l'écoute, un livre pour la grammaire, une application pour le vocabulaire. C'est tout. Pas besoin de 10 applications, 20 chaînes YouTube, 30 podcasts. Choisis ce qui te plaît, ce qui est adapté à ton niveau et reste fidèle pendant plusieurs semaines. Si tu changes tout le temps, tu n'approfondis rien. Et puis, note ce que tu fais. Un carnet de bord, même simple, t'aide à rester concentré. Tu vois tes progrès, tu repères tes faiblesses, tu ajustes ta méthode. La dispersion est l'ennemi de la progression. Comment savoir si une ressource est adaptée à son niveau? Fais le test. Écoute ou lis un extrait. Si tu comprends l'idée générale sans effort, c'est peu, être trop facile. Mais c'est bien pour la détente. Si tu ne comprends rien du tout, c'est trop difficile. L'idéal, c'est de comprendre la plupart des choses avec quelques zones d'ombre qui te poussent à chercher. C'est ce qu'on appelle la zone d'apprentissage optimale. Et puis, fie-toi à ton intuition. Si tu te sens bien avec une ressource, si tu as envie de continuer, c'est bon signe. Si tu te sens frustré, ennuyé, change. L'apprentissage doit rester un plaisir. Tu as parlé de la lecture comme d'un outil puissant. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas lire, est-ce qu'il existe des alternatives? Bien sûr. On peut utiliser les BD, les magazines, les sites internet, les blogs. On peut lire des recettes de cuisine, des messages de réseaux sociaux, des articles courts. L'important, c'est de voir le français écrit, pas forcément de lire des romans. Tu peux aussi écouter des livres audio. C'est une excellente alternative pour ceux qui n'aiment pas lire. Tu suis le texte en même temps et tu combines lecture et écoute, et puis il y a les vidéos avec sous-titres. Tu lis sans t'en rendre compte. L'essentiel, c'est de multiplier les contacts avec la langue écrite, sous toutes ses formes. Et pour la grammaire, beaucoup de gens la détestent. Est-ce qu'on peut apprendre le français sans étudier la grammaire? On peut apprendre beaucoup de choses sans ouvrir un livre de grammaire, mais la grammaire reste indispensable pour parler correctement. La question, c'est comment l'apprendre. Plutôt que de mémoriser des règles abstraites, observe la langue. Quand tu lis ou écoutes, remarque comment les phrases sont construites. Je vais au cinéma et je vais à la piscine. Pourquoi au ici et ah là là? Parce que cinéma est masculin et piscine est féminin. Tu vois, la grammaire, c'est juste une façon de décrire comment la langue fonctionne. Et tu peux la découvrir par l'observation. Utilise un livre de grammaire comme un dictionnaire.
pour vérifier, pas comme un roman à lire de la première à la dernière page. Tu as mentionné l'importance de l'écoute quotidienne. Est-ce qu'il faut toujours écouter attentivement ou est-ce qu'on peut aussi écouter en fond pendant qu'on fait autre chose? Les deux sont utiles. L'écoute attentive, c'est quand tu te concentres sur ce que tu entends, tu essaies de comprendre, tu prends des notes. C'est un travail actif. L'écoute en fond, c'est quand le français joue pendant que tu fais la vaisselle, que tu conduis, que tu cuisines. C'est plus passif, mais ça habitue ton oreille au son, au rythme, à la musique de la langue. L'idéal, c'est de combiner les deux. Des moments d'écoute attentive, courts mais réguliers, et beaucoup d'écoute passive dans la journée. Comme ça, tu baignes dans la langue sans que ce soit épuisant. Comment peut-on utiliser les chansons pour apprendre le français? Parce que c'est agréable, mais est-ce vraiment efficace? Les chansons sont un outil merveilleux. Elles restent dans la tête, elles font travailler la mémoire, elles transmettent des émotions. Pour apprendre, choisis une chanson que tu aimes, écoute-la plusieurs fois, essaie de comprendre le sens général, puis cherche les paroles et lis-les en écoutant. Note les mots que tu ne connais pas. Ensuite, chante. N'aie pas peur de mal prononcer. L'important, c'est de produire les sons, de suivre le rythme. Les chansons sont aussi une porte vers la culture française. Elles racontent des histoires, expriment des sentiments, utilisent des expressions idiomatiques. C'est un apprentissage complet, émotionnel et mémorable. Tu as parlé du journal d'apprentissage. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et comment le tenir sans que ça devienne une corvée? Le journal est un outil précieux, mais il ne faut pas en faire une obligation lourde. C'est ton espace personnel. Tu peux y écrire ce que tu veux, comme tu veux, ce que tu as fait, ce que tu as appris, ce que tu as ressenti. Tu peux y coller des mots, des expressions, des phrases. Tu peux y faire des listes, des dessins, des tableaux. L'important, c'est d'avoir une trace de ton parcours. Quand tu doutes, quand tu te sens bloqué, relis ton journal. Tu verras que tu as avancé, même si tu ne le réalises pas. Et c'est un excellent moyen de rester organisé et motivé. Est-ce que tu peux nous parler des erreurs les plus fréquentes des autodidactes pour qu'on puisse les éviter? Bien sûr. La première erreur, c'est de commencer trop fort, de vouloir tout faire d'un coup, puis de s'épuiser. La deuxième, c'est de se concentrer uniquement sur la grammaire en négligeant l'oral. La troisième, c'est d'apprendre des listes de mots hors contexte. La quatrième, c'est de ne pas s'écouter, de ne pas pratiquer la prononciation. La cinquième, c'est de comparer son parcours à celui des autres. La sixième, c'est de chercher la méthode parfaite au lieu de pratiquer. La septième, c'est d'abandonner trop vite parce qu'on ne voit pas de progrès immédiat. Toutes ces erreurs sont évitables si on reste simple, régulier, curieux et bienveillant avec soi-même. Comment passer de A1 à A2? C'est une étape importante, mais parfois floue. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour se considérer au niveau A2? Pour passer de A1 à A2, tu dois être capable de communiquer dans des situations simples et courantes. Parler de toi, de ta famille, de ton travail, de tes loisirs. Poser des questions et comprendre des réponses simples. Utiliser le présent, le passé composé et le futur proche. Comprendre des annonces, des panneaux, des messages courts. Écrire des phrases simples sur des sujets familiers. Et surtout, tu dois être capable de survivre. Commander au restaurant, demander ton chemin, acheter un billet, te présenter. C'est un niveau modeste, mais très utile. Pour l'atteindre, il faut pratiquer régulièrement, écouter beaucoup et oser parler, même avec des erreurs. Et pour passer de bonne à B2, c'est une autre étape clé. Entre bonne et B2, tu passes d'une langue de survie à une langue plus nuancée. Tu peux donner ton opinion, argumenter, raconter avec précision. Tu comprends des documents plus complexes, des conversations à vitesse normale. Tu maîtrises les temps du passé, le conditionnel, le subjonctif. Tu peux écrire des textes structurés, comme une lettre, un courriel, un essai simple. Pour passer ce cap, il faut diversifier les contenus, écouter des émissions de radio, lire des articles, regarder des films sans sous-titres, écrire des textes plus longs
Et surtout, il faut parler de sujets variés, pas seulement de la météo ou des courses. Le niveau B2, c'est la porte vers l'aisance. Il y a une chose qui revient souvent dans tes conseils, la bienveillance envers soi-même. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'apprentissage est un chemin long et parfois difficile. Si tu es trop dur avec toi-même, tu vas te décourager, tu vas te juger, tu vas perdre le plaisir. La bienveillance, ce n'est pas de la complaisance. C'est reconnaître que tu fais de ton mieux, que les erreurs sont normales, que chaque jour de pratique compte. Quand tu te traites avec gentillesse, tu te donnes la force de continuer. Et c'est ce qui fait toute la différence. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent avec douceur et détermination. Comment rester curieux quand on apprend une langue? Parce que la curiosité, c'est un moteur puissant. La curiosité, c'est l'envie de découvrir, de comprendre, d'explorer. Pour la cultiver, pose-toi des questions. Pourquoi ce mot est-il masculin? Comment dire cette expression dans ma langue? Quelle est l'histoire de ce mot? Va chercher les réponses. Intéresse-toi à la culture, à la cuisine, à l'histoire des pays francophones. Regarde des documentaires, écoute des interviews, lis des articles sur des sujets qui te passionnent. Quand le français devient un moyen de satisfaire ta curiosité, l'apprentissage n'est plus une corvée, c'est une aventure. Et tu progresses sans même t'en rendre compte. Tu as parlé de la confiance en soi. Comment la développer quand on apprend seul? La confiance se construit par l'action. Chaque fois que tu parles, que tu écris, que tu comprends quelque chose de nouveau, tu gagnes un peu de confiance. Alors, mets-toi en situation de réussir. Commence par des défis faciles. Réciter une phrase, comprendre un message, écrire 2 lignes. Célèbre ces petites victoires. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même, à ce que tu savais faire il y a un mois, et entoure-toi de personnes positives qui t'encouragent. La confiance, c'est comme une plante, elle pousse si tu l'arroses régulièrement. Et si on n'a personne pour nous encourager? Encourage-toi toi-même. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Au lieu de dire je suis nul en français, dis je suis en train d'apprendre et c'est déjà très bien. Sois ton propre supporter. Note tes réussites, même petites. Crée un rituel de célébration. Après une semaine de pratique, offre-toi un moment agréable. Tu es la personne la plus importante dans ton apprentissage. Ton regard sur toi-même compte plus que celui des autres. On a beaucoup parlé de méthode, mais qu'en est-il du plaisir? Comment apprendre le français en s'amusant? Le plaisir, c'est le carburant de l'apprentissage. Si tu t'amuses, tu vas continuer. Alors, choisis des activités qui te font plaisir. Regarde des films drôles, écoute des chansons, joue à des jeux en français, cuisine des recettes françaises, lis des BD humoristiques, transforme l'apprentissage en jeu, fais des défis avec des amis, crée des quiz, invente des histoires. Le français n'est pas une matière scolaire, c'est une langue vivante, pleine de saveurs, de sons, d'émotions. Plus tu y trouves du plaisir, plus tu vas progresser. Et c'est dans ces moments de joie que le cerveau apprend le mieux. Comment utiliser les films et les séries pour apprendre? Est-ce qu'il faut regarder avec ou sans sous-titres? Ça dépend de ton niveau. Au début, regarde avec les sous-titres en français pour associer les sons à l'écrit. Puis, quand tu es plus à l'aise, essaye sans sous-titres ou avec les sous-titres en français seulement pour les passages difficiles. Tu peux aussi regarder une première fois avec sous-titres, puis une deuxième fois sans. L'important, c'est de ne pas te contenter de l'histoire. Écoute la langue, repère les expressions, imite les intonations. Les films et les séries sont une immersion dans le français parlé, avec ses contractions, son argot, ses émotions. C'est une ressource inestimable. Tu as mentionné l'importance de comprendre les contractions du français parlé. C'est vrai qu'à l'oral, les Français ne parlent pas comme dans les livres. Peux-tu nous donner des exemples? Oui. À l'oral, on dit souvent je sais pas au lieu de je ne sais pas. On dit t'es où au lieu de tu es où. On dit il y a un problème au lieu de il y a un problème. On dit je sais pas pour je ne sais pas dans certaines régions. Ces contractions sont naturelles et il faut s'y habituer pour comprendre les conversations authentiques. Mais rassure-toi, tu n'es pas obligé de les utiliser toi-même. L'important, c'est de les reconnaître. Commence par les plus courantes
Et petit à petit, ton oreille va s'adapter. Et pour le vocabulaire, comment le réviser sans que ce soit ennuyeux? Varie les méthodes. Utilise des flashcards, mais aussi des jeux de mots, des associations d'idées, des histoires. Par exemple, pour retenir le mot parapluie, imagine une scène amusante. Un chat qui tient un parapluie rose sous la pluie. Plus l'image est bizarre, mieux tu t'en souviens. Révise dans des contextes différents. Écris le mot dans une phrase. Utilise-le en parlant. Cherche-le dans une chanson. Et surtout, révise régulièrement, mais sans te mettre la pression. La répétition espacée est plus efficace que le bachotage. Tu as parlé de la lecture de textes simples. Peux-tu nous donner des exemples de textes adaptés aux débutants? Oui, les histoires pour enfants, les contes simplifiés, les petits articles de journaux pour apprenants, les dialogues de la vie quotidienne. Il existe aussi des collections de livres en français facile, classés par niveau. Les BD, comme je l'ai dit, sont excellentes. Et n'oublie pas les recettes de cuisine, les notices, les publicités. Ce sont de vrais textes, avec un vocabulaire concret et des phrases simples. L'important, c'est de lire sans stress, juste pour le plaisir de comprendre. Et comment intégrer la culture française dans son apprentissage? La langue et la culture sont indissociables. Apprendre le français, c'est aussi découvrir la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, l'Afrique francophone. Intéresse-toi à l'histoire, aux traditions, à la gastronomie, à la musique, au cinéma. Suis l'actualité des pays francophones. La culture donne du sens à la langue. Elle te permet de comprendre les références, les expressions, les mentalités, et elle enrichit ton apprentissage d'une dimension humaine et émotionnelle. Plus tu connais la culture, plus la langue devient vivante. Comment ne pas se sentir submergé par la quantité de choses à apprendre? En te concentrant sur l'essentiel. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de ce qui te permet de communiquer. Fixe-toi des priorités. Les verbes de base, le vocabulaire du quotidien, les structures simples. Laisse de côté ce qui est trop rare ou trop complexe. Tu auras le temps d'approfondir plus tard. Et rappelle-toi que l'apprentissage d'une langue est infini. Même les natifs apprennent encore des mots, des expressions. Alors, accepte de ne pas tout maîtriser. L'important, c'est d'avancer un pas à la fois. On a parlé de la prononciation. Quels sont les sons les plus difficiles pour les apprenants? Ça dépend de ta langue maternelle, mais en général, les voyelles nasales posent problème. On, un. Les sons U et OU sont aussi difficiles pour beaucoup, et le ré français est souvent redouté. Pour progresser, il faut écouter attentivement et répéter. Utilise des paires minimales, bu et bou, sans et sans. Enregistre-toi, compare, ajuste. La prononciation, c'est une question de muscles. Plus tu pratiques, plus ta bouche s'habitue. Et n'aie pas peur de l'accent. Un léger accent, c'est charmant. L'important, c'est d'être compréhensible. Comment travailler l'intonation? Parce que le français a une mélodie particulière. L'intonation, c'est la musique de la langue. Elle exprime les émotions, les questions, les surprises. Pour la travailler, écoute des dialogues et imite-les. Exagère au début, comme un acteur. Répète les phrases avec leurs variations de ton. Les questions, par exemple, montent souvent à la fin « tu viens ». Les affirmations descendent « je viens ». Les exclamations ont leur propre rythme. Avec la pratique, l'intonation devient naturelle. Et c'est elle qui donne à ton français sa chaleur et son authenticité. Tu as parlé de l'écriture d'un journal. Est-ce qu'on peut aussi écrire des poèmes, des chansons, des histoires pour le plaisir? Bien sûr, l'écriture créative est un excellent exercice. Tu joues avec les mots, tu explores les sons, tu exprimes tes émotions. Pas besoin d'être un artiste. Écris pour toi, pour t'amuser, des poèmes simples, des haïkus, des petites histoires, des dialogues imaginaires. C'est une façon libre et joyeuse de pratiquer. Et ça te permet de découvrir la beauté de la langue française, sa poésie, sa richesse. Comment utiliser les réseaux sociaux pour apprendre le français? Parce qu'on y passe déjà beaucoup de temps. Transforme ce temps en apprentissage. Suis des comptes qui publient en français, des créateurs, des journalistes, des artistes, des professeurs. Lis leurs publications, regarde leurs vidéos, écoute leurs podcasts.
Participe aux commentaires, même avec des phrases simples. Les réseaux sociaux offrent un français authentique, vivant, actuel. Et ils te permettent de rester en contact avec la langue tout au long de la journée, sans effort. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance du repos et du sommeil dans l'apprentissage? Le sommeil est essentiel. Pendant que tu dors, ton cerveau organise les informations, consolide la mémoire. C'est pour ça qu'on apprend mieux quand on dort bien. Alors, ne sacrifie pas ton sommeil pour étudier plus. Et n'oublie pas les pauses. Ton cerveau a besoin de temps pour intégrer ce que tu as appris. Une pause, après une session d'apprentissage, même courte, améliore la mémorisation. Le repos fait partie de l'apprentissage. Ce n'est pas du temps perdu. Comment gérer le stress et l'anxiété quand on doit parler français? Respire. Avant de parler, prends une grande inspiration. Souviens-toi que l'autre personne est là pour communiquer, pas pour te juger. Prépare quelques phrases utiles à l'avance. Commence par des situations simples, sans enjeu, et accepte de ne pas être parfait. Le stress vient souvent de nos attentes trop élevées. L'important, c'est de se lancer. Plus tu parles, plus le stress diminue. Et un jour, tu parleras sans y penser, avec naturel et plaisir. Tu as parlé de la patience. Comment développer la patience quand on apprend une langue? La patience, c'est accepter que chaque chose prend du temps. Une langue, c'est un univers entier. On ne peut pas tout apprendre en quelques semaines. Alors, fixe-toi des objectifs à long terme et concentre-toi sur le processus, pas seulement sur le résultat. Apprécie chaque petite avancée. Et rappelle-toi que même les locuteurs natifs ont mis des années à maîtriser leur langue. Tu es sur un chemin, pas dans une course. Et comment savoir si on est prêt à passer à un niveau supérieur? Quand tu te sens à l'aise avec les contenus de ton niveau actuel, quand tu les comprends sans trop d'efforts, quand tu peux t'exprimer avec une certaine fluidité, c'est le moment de passer à plus difficile. Tu peux aussi faire des tests en ligne pour évaluer ton niveau. Mais le meilleur indicateur, c'est ta sensation. Si tu t'ennuies, c'est que tu es prêt à avancer. Si tu te sens frustré, reviens à quelque chose de plus simple. Écoute-toi. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que tu peux résumer les idées principales pour nos auditeurs? Bien sûr. Premièrement, apprendre le français sans professeur, c'est possible à condition d'avoir une méthode simple et régulière. Deuxièmement, la régularité est plus importante que la perfection. 10 minutes par jour valent mieux que 2 heures une fois par semaine. Troisièmement, apprends des phrases, pas seulement des mots. Quatrièmement, écoute du français tous les jours, même en fond. Cinquièmement, pratique la prononciation avec le shadowing et l'enregistrement. Sixièmement, n'aie pas peur de faire des erreurs, ce sont elles qui te font progresser. Septièmement, transforme ton environnement en immersion française. Huitièmement, reste motivé en choisissant des contenus qui te plaisent. Et neuvièmement, sois patient et bienveillant avec toi-même. Voilà. C'est simple, mais c'est puissant. C'est un excellent résumé. Et pour finir, quel message aimerais-tu adresser aux auditeurs qui hésitent encore à se lancer? Je leur dirais, lancez-vous. Ne cherchez pas la méthode parfaite. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous laissez pas paralyser par la peur. Le français est une langue magnifique, pleine de vie, de poésie, de possibilités. Chaque mot que vous apprenez est une fenêtre qui s'ouvre. Chaque phrase que vous prononcez est un pont vers une autre culture. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Votre cerveau, votre cœur et ce podcast qui vous accompagne pas à pas. Alors, commencez aujourd'hui. Écoutez, répétez, lisez, écrivez, parlez et surtout profitez du chemin. Il est plus beau que vous ne l'imaginez. Et vous, apprenez-vous le français avec un professeur ou plutôt seul? Quelle méthode utilisez-vous pour progresser? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. C'est une question essentielle et je suis vraiment curieuse de connaître votre expérience. Chaque personne a une méthode unique, des habitudes différentes, des défis personnels. Vos commentaires sont une source d'inspiration pour toute la communauté. On apprend beaucoup les uns des autres et souvent les meilleures astuces viennent de ceux qui sont en train de vivre l'apprentissage. Alors n'hésitez pas à partager ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous semble difficile, ou simplement à raconter votre parcours.
On vous lit, on vous écoute et on avance ensemble. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce sujet. On pourrait parler des heures de chaque petite habitude, de chaque ressource, de chaque expérience. Mais l'important, c'est de retenir que le chemin appartient à chacun et que chaque jour, on peut faire un petit pas. Oui, et c'est exactement ça. Le français n'est pas une montagne à gravir en un jour. C'est un jardin qu'on cultive un peu chaque jour. Certains jours, on voit les fleurs, d'autres jours, on ne voit que la terre. Mais sous la surface, les racines grandissent. Et un matin, on se réveille et on comprend une chanson, une conversation, un film. Et là, on réalise que tout ce travail silencieux a porté ses fruits. Ce moment-là, il n'a pas de prix. Et il appartient à tous ceux qui n'abandonnent pas. C'est vrai. Et je pense que la clé, c'est de ne jamais perdre de vue le plaisir. Quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas les heures. On apprend sans s'en rendre compte. Exactement. Le plaisir transforme l'effort en jeu, la contrainte en liberté. Alors, trouvez ce qui vous fait vibrer dans le français. Une chanson, un film, un poème, une recette. Accrochez-vous à cette étincelle. Elle vous guidera dans les moments plus difficiles. Et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes apprennent le français avec vous, en ce moment même, partout dans le monde. Vous faites partie d'une grande communauté, unie par la même passion. Merci pour ce moment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Votre présence, votre attention, votre engagement, c'est ce qui donne vie à ce podcast. Merci à toi et merci à vous tous. C'est un honneur de vous accompagner dans votre apprentissage. Chaque épisode est une nouvelle occasion de grandir ensemble. J'espère que ce que nous avons partagé aujourd'hui vous aidera à avancer avec plus de confiance et de joie. N'oubliez pas, la régularité est votre meilleur allié. Et le français, c'est votre aventure. Personne ne peut la vivre à votre place. Mais nous sommes là pour vous guider. Je crois qu'on a fait le tour du sujet, mais avant de se quitter, je voudrais revenir sur une chose, l'importance de célébrer ses progrès. On l'a mentionné, mais je pense que c'est crucial. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de reconnaître le chemin parcouru. Oui, la célébration est un acte de gratitude envers soi-même. Prenez un moment, chaque semaine ou chaque mois, pour regarder ce que vous avez accompli. Pas pour vous vanter, mais pour vous encourager. Vous avez appris une langue étrangère, seul, dans votre quotidien. C'est un exploit. Soyez fiers de vous et utilisez cette fierté comme carburant pour continuer. Et si on se sent perdu, on peut toujours revenir à ce podcast, réécouter les conseils, se rappeler les principes de base. La répétition est une forme d'apprentissage. Tout à fait. Ce podcast est là pour vous, à tout moment. Réécoutez les épisodes, prenez des notes, pratiquez. La répétition renforce la mémoire et la confiance. Et puis, chaque écoute apporte quelque chose de nouveau, parce que vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'à la première écoute. Vous avez grandi. C'est un très beau point. Bon, je pense que le moment est venu de clore cet épisode. Merci encore pour cette conversation riche et inspirante. Merci à toi et merci à tous nos auditeurs. Continuez à écouter du français, à répéter, à lire, à écrire, à parler. Chaque petit geste compte et surtout, ne partez pas tout de suite. 2 autres vidéos vont apparaître juste après cet épisode. Je vous conseille vraiment de les regarder car elles vont vous aider à continuer à pratiquer votre français et à progresser encore un peu plus. Cliquez sur l'une des 2 vidéos et continuez votre apprentissage avec nous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, prenez soin de vous et à très bientôt sur Paris Podcast.